Mais je pense que, notamment en tant que femme, à un moment ou à un autre, se confronter au voyage seule, partir, ou en tout cas avec juste une copine, et se challenger un petit peu, c'est quelque chose qui nous permet de développer une grande force intérieure et qui nous donne les armes pour avancer ensuite de manière plus indépendante dans la vie. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes et des rencontres exceptionnelles. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Dans ce podcast, je vous dévoile les récits fascinants de femmes audacieuses qui ont embrassé le pouvoir du voyage pour transformer leur existence. Ici, pas de clichés, juste des histoires captivantes qui donneront des ailes à vos rêves et du carburant à votre esprit. Ensemble, nous allons explorer les confins du globe, mais surtout les confins de l'âme humaine. Car mes invités vous feront découvrir comment le voyage peut être bien plus qu'un simple changement de décor. Si vous vous demandez comment tout plaquer pour réaliser vos aspirations les plus folles, comment embrasser l'inconnu sans perdre pied, ou simplement comment adopter une vision nouvelle de la vie, alors vous êtes au bon endroit. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. L'histoire de Lily est digne d'un film drama romantique à la Manche-Frième, rempli de questionnements intérieurs et de voyages. Mais c'est pourtant une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se marie et qui découvre que son mariage n'est pas une réussite. Après les phases de doute, de remise en question, vient celle de la renaissance et de la réinvention. C'est ce qu'a réussi à créer Lily. Elle est ressortie plus forte de cette expérience en surmontant ses peurs, en sortant de sa zone de confort pour se choisir elle. Se choisir et se prioriser. Dans la vie, quand est-ce qu'on se donne vraiment ce choix ? Si ce n'est dans l'inconfort, quand c'est trop dur et qu'on n'a plus le choix, justement, qu'il faut aller creuser. C'est exactement ce qui s'est passé pour Lily. Et comme on est sur De Vraies Vies, vous l'aurez compris, c'est grâce au voyage que Lily a réussi à transformer un monde qui s'écroule en un nouveau monde plus épanouissant. Depuis notre conversation, enregistrée en juillet 2022, oui, 2022, Lily a déménagé en Bretagne dans un moulin avec 6 autres personnes, tout en gardant évidemment son précieux camion Gus. Elle est aujourd'hui toujours indépendante, mais également professeure de Hatha et Yin Yoga. Elle organise toujours ses retraites âme nomade, mais également des stages à la journée et des cercles de femmes. Si tout ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ellie, Bonjour Anastasia. je suis ravie de t'accueillir sur De Vraies Vies, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et avec toi, donc aujourd'hui, on va parler de nomadisme, de voyage post-rupture, de rebondir du coup après des difficultés que la vie a mis sur notre passage. Un petit côté développement perso aussi, mais comme toujours, j'aime bien aborder ça dans les épisodes. Pour te présenter, tu as 30 ans, alors je ne suis pas sûre que ce soit encore à jour. C'est à jour, c'était il y a un mois. Ah, génial. Tu viens d'avoir 30 ans et tu as déjà visité 17 pays. Tu as 44 mois de vie nomade derrière toi. Tu as créé 2 entreprises. Tu as acheté 3 vannes. Tu as adopté Gus, qui est un camion aménagé. Tu le dis toi-même, tu vis à 1000 à l'heure. Est-ce que tu as toujours été comme ça quand tu étais plus jeune? Oui, j'ai de l'hyperactivité, donc ça a toujours été. J'ai toujours été sur 1000 plans, 1000 projets. Alors peut-être pas forcément dans le voyage ou dans le développement personnel quand j'étais plus jeune, mais dès l'enfance, dès qu'il y avait un concours, quelque chose à tenter, alors pas dans un esprit compétition, plutôt vraiment dans cette idée de tout découvrir. J'ai autant créé le club des bouchons pour rassembler des bouchons pour créer des fauteuils handicapés quand j'étais au collège, créer le journal de mon collège. J'ai participé à Miss France comme ça, juste en tombant sur une affiche qui menait vers ça. Fait des concours d'éloquence, donc ouais, ça a toujours été un petit peu dans tous les sens, oui. Et le voyage dans tout ça, est-ce que c'était déjà présent dans ta vie ou c'est venu après? Le voyage, il y a toujours eu un fort attrait puisque de toute façon, j'ai fait des études, j'ai fait un master 2 en management du tourisme et de l'événementiel. La première entreprise, que j'ai créée justement, c'était dans le tourisme. L'idée, c'était de pouvoir, travailler quelques mois dans le tourisme pour le rapport avec les gens, côté très sympa, on est dehors, et le reste de l'année de pouvoir voyager. Il y avait cette idée-là, j'ai fait, un stage pendant mes études au Canada. Et le voyage est arrivé ensuite de manière plus omniprésente puisque j'ai été vraiment nomade. Alors, on va voir comment, justement, pour en arriver là. Qu'est-ce qui t'a amené au voyage, plus précisément, enfin, vraiment le nomadisme?
Oui, un événement de vie un petit peu compliqué puisqu'il y a 5 ans, en 2017, je me suis mariée, après 5 ans de relation, donc le grand mariage, à l'église, 150 personnes, la méga robe, le truc comme dans les films. Mais le prince n'était pas si charmant que ça. Ce qui fait qu'il s'est fait la malle, quelques semaines, plus tard, ou plutôt je lui ai rendu sa malle et je lui ai dit bye bye, en découvrant qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Donc je le dis en rigolant comme ça, mais sur le coup, ça a été quelque chose de très, très compliqué à vivre, bien entendu, puisque je me mariais, dans l'idée de pas de rester mariée, en tout cas au moins plus que 3 mois. Et puis au final, les choses se sont pas passées du tout comme je le pensais. Ce qui fait que j'ai perdu, mon couple bien sûr, mais aussi ma maison et mon entreprise, puisqu'on avait une entreprise, tous les 2 dans du coup le tourisme et l'événementiel, l'organisation, de sorties, de challenges aventure, et cetera, dans notre région d'origine. Et à l'époque, j'avais mes billets pour mon voyage de noces en Australie. Et quand, tout a commencé à s'écrouler autour de moi, que j'ai décidé, d'arrêter cette relation qui ne me respectait plus, eh bien je me suis dit: «Mais qu'importe, je partirai quand même en Australie». C'était quelques mois après, donc j'avais quelques mois à combler et j'ai décidé, sur un coup de tête, de partir en Thaïlande avec une nana rencontrée sur Facebook qui elle aussi, s'était séparée, avait prévu de partir voyager, a mis un message en disant, «OK, je me suis fait larguer, j'ai 1 mois de vacances, qui part avec moi en Asie?» Je l'ai contactée, c'était une Québécoise. On s'est fait 5 minutes de FaceTime pour vérifier que c'était pas un pervers de l'autre côté qui nous emmenait dans un piège et go, c'était parti. On s'est retrouvés à l'aéroport à Bangkok et là, en fait, renaissance pour moi. Vraiment pendant 1 mois, j'ai pu me challenger. Par exemple, j'avais, le vertige, donc j'ai choisi de faire de l'escalade. J'avais depuis des années une phobie des poissons et de l'eau et j'ai fait de la plongée. L'idée, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort. J'avais besoin de me prouver des choses à moi-même, j'avais besoin de me retrouver et ça a été le début d'un autre type d'aventure puisque j'ai rencontré, la spiritualité bouddhiste là-bas et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ça c'est venu toucher, éveiller quelque chose vraiment à l'intérieur, m'apporter un petit peu d'apaisement, une curiosité et c'est comme ça que, bah, voilà, il y a ce chemin vers le voyage qui s'est créé. J'avais toujours voulu voyager. J'étais partie juste après mes études, voilà, dans un couple, dans une entreprise, donc j'étais sur le chemin. Au final, j'en étais déviée sans le vouloir, mais je me suis dit: «Non, non, non, je ne veux pas me laisser détruire par ça. Je vais créer autre chose qui ressemblera à ce dont j'avais envie aussi». Et comment ça s'est passé avec cette Québécoise au final? Génial! Ça a été un coup de foudre amical de fou. En fait, on s'est super bien entendus. On a énormément fait la fête. On a, beaucoup, visité, les temples, les parcs nationaux, fait des randos, enfin, fait énormément de choses, beaucoup rigolé et alors on s'est pas, revus par la suite. On a gardé contact, mais elle est repartie, à Montréal et moi je suis restée, sur les routes et ensuite en France. Mais ça s'est très, très bien passé. Ce qui fait qu'après j'ai décidé de repartir sur le long terme avec une autre amie. Une amie que je connaissais déjà puisque, alors j'ai été, Miss Picardie 2012 et c'était Miss Picardie 2011. Ciao. Donc, toutes les 2, Voyage. exactement et en fait, toutes les 2, on souffrait un petit peu de cette étiquette justement, de Miss, de petite princesse. Toutes les 2, on avait eu une séparation difficile et on s'est dit: «Tu sais quoi? On les embête et on va partir en Australie toutes les 2». Et on est partis, on a acheté un van, on s'est retrouvés, à conduire, de l'autre côté de la route avec notre van Poppy et à aller de ferme en ferme en toquant aux portes en disant: «Bonjour, c'est possible d'avoir du boulot?» Et on a fini par trouver, un boulot dans un ranch en plein milieu du désert du Nullarbor, qui est un désert de 1 000 kilomètres, donc à peu près, la hauteur de la France, sur lequel il y a rien sauf, une dizaine de ranchs dans lesquels, les gens qui voyagent donc en van, en camping-car peuvent s'arrêter pour passer la nuit. Donc il y avait un petit camping et on s'est retrouvés, femmes de ménage, réceptionnistes, cuisinières, ouvrières, dans ce ranch où on a vécu 3 mois hyper isolés et c'était absolument génial. Et ce voyage-là, c'était ton voyage de noces alors? Exactement, à la base, c'était mon voyage de noces. J'ai croisé les doigts pour que l'ex-mari ne se retrouve pas dans l'avion avec moi, mais non, c'est bon. C'était ma copine à la place. Donc j'ai pris le billet aller et j'ai dit: «Non, je reprendrai pas le billet retour qui était censé être 1 mois après. J'y vais et j'y reste» en me disant: «Je verrai combien de temps». J'ai pris un PVT, donc un permis vacances-travail qui permet de rester 1 an sur place et de voyager et de travailler pour, faire des fonds, des sous pour pouvoir continuer. Donc ton plan en fait, quand tu es partie, c'était de rester plus longtemps qu'1 mois, mais est-ce que tu savais combien de temps tu allais rester exactement? Je savais pas du tout. En fait, ça s'est fait petit à petit. Au début, je me suis dit: «Bon, j'y vais pour 1 mois». Ensuite, bon, j'irai pour 3 mois et puis quand j'étais en Thaïlande, que j'ai vu ces gens qui voyageaient au long cours,
Je me suis dit: «En fait, il y a rien qui me retient, il y a rien qui me force à rentrer, donc je verrai» et j'ai très vite compris que ça allait être, 6 mois, 1 an, voire plus. Dans un article donc à ce sujet, au sujet donc de la rupture, post-voyage, tu dis: «Quand on vit une rupture difficile, les spécialistes s'accordent à dire qu'on traverse plusieurs phases pour faire son deuil, donc le choc, le déni, la culpabilité, la colère, la tristesse. Elles sont nécessaires pour avancer et se remettre et pourtant quelquefois une envie surplombe tout le reste et partir». Pour toi, comment dire? C'était une évidence ce voyage ou est-ce que, C'était un besoin énorme, en fait, parce que je me suis retrouvée alors, après mes études, je suis revenue vivre en Picardie, qui est pas la région la plus attractive de France. C'était pas forcément que je voulais m'installer, mais il y avait ma famille et on avait des projets avec mon ex-mari. Donc je suis revenue ici, mais alors quand tout ça s'est écoulé, j'avais aucune envie de rester ici. J'avais besoin de partir. J'ai fait des études dans le tourisme pour pouvoir bouger, donc ça faisait absolument sens de partir. J'avais toujours rêvé de faire cette année en Australie et puis bon voilà, il y avait, eu le mariage, d'autres projets, donc je m'étais dit: «1 mois de road trip en voyage de noces, c'est cool aussi». Mais non, là, c'était vraiment un besoin que j'avais de quitter cet environnement dans lequel absolument tout me rappelait mon ex, dans lequel tout le monde me rappelait à ce mariage hyper récent, dans lequel lui, il est resté avec, cette nana. Donc j'avais besoin de partir moi et j'avais besoin de me prouver des choses, en fait, à moi-même parce qu'une rupture, ceux et celles qui le traversent le savent, ça vient aussi beaucoup toucher à notre estime de nous-mêmes. Une personne qui vous aime, qui soudain ne vous aime plus, part pour quelqu'un d'autre, ça fait se remettre énormément en question. Donc j'avais besoin de me prouver que je n'étais pas ce qu'il avait pu penser de moi et que j'étais capable de faire des choses seule. J'étais depuis 5 ans en couple. Avant ça, j'avais été en couple pendant 4 ans. En fait, j'avais 25 ans, j'étais en couple depuis que j'avais 16 ans et j'avais besoin de venir exister pour moi-même, par moi-même et le voyage, pour ça, c'est un formidable moyen parce qu'on se retrouve tout à coup de l'autre côté de la terre. Tout le monde est en décalage horaire, on ne peut pas les appeler. Voilà, seule ou avec une copine, Anaïs, avec qui j'ai voyagé du coup, en Australie, je l'appelais vraiment ma copine de galère parce qu'on a traversé des galères pas possibles. On devait compter sur nous-mêmes avec des ressources financières limitées, avec notre anglais local, qui n'était pas le même que l'anglais local. Donc, en fait, ça force à sortir de sa zone de confort et ça nous aide à voir plein de choses sur soi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'après une rupture, c'était pas mal comme baume de guérison. Ouais, je pense que ça aide vraiment à se connaître, en fait, à comprendre qui on est, parce que finalement, on grandit en suivant un petit peu ce ce que d'autres décident pour nous. Donc souvent, le chemin un peu classique, enfin, que j'appelle classique, mais trouve-toi un CDI, marie-toi, fais des enfants, et une belle maison, etc. Et en fait, on suit ça sans vraiment se poser de questions, et on ne se demande pas... Enfin, c'est rare les personnes qui se demandent est-ce que c'est vraiment fait pour moi, et qui arrivent aussi, voilà, de quoi j'ai envie, qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas, parce que c'est vrai qu'on se construit beaucoup avec les autres finalement. Et c'est vrai que le voyage, c'est génial pour ça, de se retrouver C'est face ça. à soi-même. Ça permet de venir trouver, connaître ses propres ressources et se rendre compte justement qu'on en a plein en fait. Ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on est dans une vie de tous les jours, où il y a beaucoup moins de challenges. Quand on est en couple et qu'on est tout le temps supporté par l'autre, voire qu'on s'appuie sur l'autre, qu'on se repose sur cette relation. Après, je ne dis pas, hein, le couple, comme les relations amicales et familiales, c'est des sources de grand réconfort, de soutien. Moi, j'adore toutes mes relations humaines, c'est hyper important. Mais je pense que, notamment en tant que femme, à un moment ou à un autre, se confronter au voyage seule, partir, ou en tout cas avec juste une copine, et se challenger un petit peu, c'est quelque chose qui nous permet de développer une grande force intérieure et qui nous donne les armes pour avancer ensuite de manière plus indépendante dans la vie. Et du coup, même faire des meilleurs choix dans ses relations amoureuses. Parce qu'après, on les choisit, on n'en a pas forcément besoin. Et c'est ton cas, par exemple? C'est mon cas. Alors, je suis peut-être un mauvais exemple parce que pendant mes 5 années de rupture, j'ai été très souvent en couple. Quand on voyage, on rencontre plein de personnes géniales. Mais d'un autre côté, ça m'a permis aussi, en fait, d'apprendre à aimer, d'apprendre à bien aimer, à être bien avec moi-même et pour être bien avec l'autre, à savoir plus donner. Donc ça m'a énormément appris sur l'amour, sans forcément avoir besoin d'être célibataire tout le temps. Oui, bien sûr. Puis en fait, chaque relation aussi va nous apprendre... chaque fois, on se dit ah tiens, c'est l'homme de ma vie. En fait, non, c'est une leçon. C'est l'âme de cette fan de C'est ça, voilà. qui va t'apprendre quelque chose. L'homme ou la femme d'ailleurs. L'âme ou la Qui va t'apprendre un truc et en fait, quand est-ce que ça s'arrête? On revient sur le sujet de apprendre à se connaître pour, comme tu disais, faire des choix et notamment les choix de sa vie amoureuse. Tu dis voilà qu'en 2017, donc ça c'était en 2017, si je me trompe pas, tu as entamé un travail profond sur toi-même. Alors, pourquoi est-ce que tu utilises le terme travail? Alors pourquoi? C'est vrai.
Parce que je l'ai vu comme un travail dans le sens où, ça a été quelque chose avec lequel je me suis attaquée, donc encore un mot fort, hein, attaquer, travail, avec, beaucoup, d'énergie, guerrière, transformatrice. Parce que, quand je me suis séparée, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des choses aussi dans mon je pense qu'on est 2 dans une rupture, à être responsables et même s'il y en a un qui trompe, qui ment, qui fait les choses de manière pas forcément correcte, il y avait des choses à la base qui ont amené à cette situation et je me suis dit: «Mais c'est tellement douloureux aujourd'hui que je souhaite pas revivre ça et si je souhaite pas revivre ça, je peux pas contrôler l'autre, mais par contre, je peux venir, transformer des choses chez moi, dans ma façon d'être en couple». Donc je suis allée voir un petit peu, tout ce qui était compliqué chez moi, toutes les choses, gratter un petit peu, vous savez, ce qu'on n'a pas envie de toucher là, les choses qu'on peut nous reprocher, nos zones d'ombre et c'était un travail parce que c'est quelque chose que je fais à temps plein depuis 5 ans, en fait. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, je voyageais et je ne travaillais pas comme l'entend la société à temps plein. Je faisais des saisons, donc je bossais un peu, ensuite je repartais, je travaillais en ligne. J'avais réduit énormément mes besoins, ce qui fait que j'avais absolument pas, le même besoin d'argent. J'avais pas, besoin de mes 1 500 € par mois, loin de là. Donc du coup, j'avais pas besoin de travailler au sens, avoir un emploi. Mais par contre, j'étais très occupée. On me demandait souvent: «Mais tu es nomade, tu voyages, mais tu t'ennuies pas? Qu'est-ce que tu fais de tes journées?» Je me disais: «Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps! J'ai des podcasts à écouter, j'ai des programmes de coaching, j'ai de la thérapie, j'ai des trucs à expérimenter, du breathwork, du yoga, du ceci et cela. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi j'ai pas le temps!» Donc c'est vrai que c'était un travail parce que ça me prenait du temps et de l'énergie et ça m'occupait. Et puis c'est aussi un travail parce que comme tu disais, tu pas envie d'aller chercher ça et parfois tu mets le doigt dessus et puis enfin moi je sais que ça m'est déjà arrivé, où je me dis: «Bon allez, je vais m'attaquer à ce problème» entre guillemets et en fait, tu as cette peur et je sais pas, tu as des voix qui te disent: «Non mais t'inquiète, c'est pas Douloureux de toi». venir travailler voilà, c'est douloureux de venir travailler sur ces zones d'ombre, comme j'aime bien les appeler. Moi, c'est vrai que le divorce, il est venu mettre un bon gros doigt douloureux dans les trucs qui allaient pas. Je me suis retrouvée confrontée à elle et j'ai pas vraiment eu le choix ou en tout cas, je me suis pas laissé le choix. J'ai refusé d'être celle qui serait peut-être, se mettrait dans une position de victime: «Oh pourquoi ça m'arrive à moi? Quelle salopard de m'avoir fait ça!» C'était absolument pas l'idée. Donc je me suis beaucoup remise en question, peut-être trop au début. Mes proches me disaient: «Mais stop, à un moment, c'est trop, c'est pas toute ta faute». Bon, ça m'a pris aussi un petit peu de temps à comprendre. Mais le développement personnel et par la suite la spiritualité m'ont apporté tellement, ils ont totalement transformé ma vie et m'ont amené aussi vers mon chemin de vie. Et il m'a fallu cette expérience-là pour me rendre compte que ma voie, ma direction, elle était là-dedans. Donc ça a été un travail qui est aussi aujourd'hui devenu mon travail, vraiment mon emploi. Ah! Alors attends, on va reparler juste après. Et on va continuer donc sur ton voyage. Donc tu le disais, voilà, tu as voyagé pendant 4 ans, c'est quand même énorme. Comment se sont enchaînés en fait tes voyages les uns après les autres? Est-ce qu'à un moment donné, tu avais cette envie de revenir en France ou pas du tout? Comment est-ce que tu as su un petit peu qui Je suis peux revenue en France continuer? régulièrement parce que, bah, j'ai une super famille, j'ai des super amis et j'avais pas envie de sortir de leur vie et de ne plus être présente pour eux. Moi, j'avais besoin d'eux, de leur présence, de pouvoir être là avec eux et j'avais pas envie non plus de péter un câble, péter une bulle, partir de l'autre côté de la terre et laisser tout le monde. Donc du coup, je suis revenue assez régulièrement. La première fois, du coup, je suis partie en Thaïlande pendant 1 mois, ensuite en road trip aux États-Unis pendant 2 semaines. Quand je suis partie, en Australie, je suis restée 6 mois et puis, sur un petit coup de folie, j'ai booké un avion, pour, 4 jours après et je suis rentrée en France pendant 3 semaines pendant l'été parce que j'avais envie et besoin de ma famille. Les 1 an de la rupture approchait et je pense qu'inconsciemment ça devait me travailler. Donc je suis rentrée faire le plein d'énergie auprès de mes proches au moment où on a gagné la coupe du monde, donc c'était super! Bonne ambiance. Bonne ambiance en Ouais. France, voilà et après je suis repartie pendant 2 mois à Bali pour, pratiquer le yoga, la méditation et approfondir, certaines pratiques, découvrir les cercles de femmes, un petit peu tout ça. Je suis repartie en Australie pendant plusieurs mois pour travailler, road tripper et après ça, je suis partie, en Thaïlande. Je suis rentrée en France, je devais repartir immédiatement et puis il y a des choses qui ont fait que je suis restée pour ma famille, et là ça a duré un petit peu plus puisque je suis restée à peu près 6-7 mois en France, mais avec une grosse période de saison dans les Landes, une région que j'adore, que je considère comme du voyage aussi Oui, tellement ça me d'accord. dépayse. Moi, les Landes, c'est un peu le Bali, français, quoi. Exactement, exactement. Il y a ce côté aussi très Australie, voilà, le surf, on dirait la côte ouest australienne donc c'était quand même un gros dépaysement et après ça, je suis partie en Écosse, au Sénégal, en Italie au Portugal pour des petites périodes, à chaque fois en louant des vannes aménagées ou pas aménagées avec le sac de couchage et le matelas, quoi. Et après, juste avant le covid, j'ai eu la bonne idée de repartir en Thaïlande
pour 2 mois. En Thaïlande, j'ai passé du temps dans une communauté, bouddhiste. Donc c'est un projet, qui a été créé par un couple d'Allemands, un ancien DJ et une barmaid qui ont été éveillés au bouddhisme, qui sont devenus moines et nonnes bouddhistes et qui ont ouvert un projet, qui est ouvert aux voyageurs, en fait, pour venir découvrir la vie en communauté, la permaculture, la méditation de pleine conscience. Donc c'est un projet vraiment basé sur la pleine conscience et j'ai passé du temps là-bas à travailler, donc sur moi, à rencontrer du monde, à vivre, en fait, tout simplement, parce que c'est un projet où il y a très peu de téléphones, de réseaux sociaux. On est vraiment ancré dans le moment présent, on est en pleine nature. Ça a été un grand bonheur. Ça, c'est 2 mois où t'es plongé vraiment dans... T'es déconnecté en fait du... On y va pour, alors ça peut être de 10 jours à 1 an. On y va comme on le souhaite. Moi, j'y suis allée 2 fois. La première fois 2 semaines, la deuxième fois 1 mois et demi. Et du coup, c'était vraiment, c'était des moments un petit peu hors du temps. On dit qu'un jour là-bas, c'est 1 semaine dans la vraie vie, tellement il se passe de choses et c'est condensé. Et puis on vit à 30, 40 personnes de partout dans le monde. On est tous assez connectés. Et ça s'appelle le Mindfulness Project, si quelqu'un veut le découvrir. Et suite à ça, je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et le Covid a gentiment rattrapé. Donc voilà, donc on est en 2020. En 2020, exactement. Oui, c'est ça, hein, c'est bien, voilà. Et là, donc t'es obligé d'interrompre ton voyage en... Bah, d'abord, c'était bien l'objectif. De rester. Hein. Ouais. En fait, en Thaïlande, j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai proposé sur un coup de tête de partir en Nouvelle-Zélande. Je devais y rejoindre des amis pour faire un road trip. Il m'a dit oui. On est partis tous les deux, on a loué un van, on a profité en rigolant de l'Europe. C'était en train de partir en cacahuète avec le Covid en disant non mais regarde-les avec leurs trucs, nous on est tranquillou. Vraiment, on se croyait tranquille. Et tout à coup, on a entendu des messages radio, télé, mais vraiment on était en ville en train de faire nos courses et urgence, 2 morts, 50 personnes malades, on ferme tout. Trouvez-vous un spot où vous posez une maison ou autre. D'ici 36 heures, vous devez être posé au même endroit pour minimum 1 mois. Il va y avoir des barrages de police sur les routes. Tout va être fermé. Et on était là. Quoi ? Alors, on avait un van minuscule. On se connaissait depuis 3 semaines. C'était vraiment, vraiment la galère. Et au final, on a trouvé une petite cabane de pêche au bord de l'eau qui donnait sur les montagnes du Seigneur des Anneaux. C'était absolument magique. Et on a été confinés là-bas pendant 3 semaines. Et on a fini par rentrer avec des vols de rapatriement parce que ça devenait trop compliqué. Les vols commerciaux étaient à 4 000 €. On nous disait qu'il n'y aurait plus de vols. Moi, je serais bien restée, mais mon petit frère se mariait. Donc, il fallait que je rentre. Donc, j'ai pris la lourde décision de rentrer, me confiner en France. Et là, au bout de quelques semaines, j'ai bien compris que je n'allais pas repartir avant un moment loin. Donc, j'ai décidé d'acheter un camion et de l'aménager. Le fameux pour pouvoir continuer à voyager en France. Exactement, le fameux Gus le Bus, qui est un Fiat Ducato, un gros pépère, rehaussé, rallongé. Donc, un beau camion, un vieux camion que j'ai acheté avec 240 000 km, de la rouille, son petit charme de truc vintage. Quand j'ai ramené ça, mon père, il s'est dit « Mais c'est quoi sa casserole roulante, là ?» Et puis, ça a été une super aventure puisque mon père a décidé alors j'allais dire de m'aider à l'aménager, mais ce serait prétentieux de ma part, de l'aménager et que je lui passe les outils. Donc du coup, on a aménagé ensemble pendant plusieurs mois, sur le week-end, le camion. Ça devait être fait un petit peu plus rapidement, sauf que le Covid est arrivé et plein de choses, voilà, au niveau familial. Donc ça a pris quelques mois. Donc, pendant ce temps-là, moi, je développais mon entreprise, mon activité de freelance. Et on a aménagé Gus le Bus, qui m'a permis de repartir l'an dernier 2 mois en Norvège. Donc, une super expérience. C'était un pays dont je rêvais et qui m'a permis d'explorer la France, les Landes, beaucoup la Bretagne, où j'ai vécu pendant quelques mois cette année et que je vais reprendre d'ici quelques jours pour un road trip estival. Ah, où vas-tu ? Je vais, comme d'habitude, je suis fidèle à mes régions en Bretagne, qui est ma région coup de cœur, et ensuite dans les Landes et au Pays Basque, en effet. Ok, super. Et tu t'envisages pas de repartir du coup, parce que du coup, c'est vrai que tu as été un peu arrêtée dans ce voyage Nouvelle-Zélande. Alors, en Nouvelle-Zélande, peut-être pas immédiatement. J'y retournerai dans ma vie. Ça, je m'en suis fait la promesse en partant parce que c'était très douloureux de quitter ce pays en ayant eu juste un aperçu. C'est un pays dont je rêvais depuis toujours et j'ai pu en faire même pas le quart de ce que je souhaitais. Donc, je me suis promis à l'aéroport d'y retourner. Je sais que j'y retournerai, mais ce ne sera pas avant quelques années. Mais j'ai prévu de repartir, oui. J'ai prévu de repartir notamment pendant au moins 1 mois au mois de novembre. Alors, peut-être qu'on va aller de l'autre côté du globe cette fois avec le Costa Rica ou le Mexique.
J'ai une activité maintenant de freelance. J'ai développé, mon activité qui m'apporte beaucoup de joie et de bien-être. J'ai développé des projets à côté qui sont en France. Donc c'est vrai que je suis un petit peu plus ancrée et après plusieurs années sur la route, cet ancrage me fait du bien et me permet de repartir plus sereinement. Est-ce qu'on dirait pas que, enfin, pour moi, ça a été un peu ça. Le voyage, ça a été un peu une ouverture sur des possibilités. Ça a été vraiment. J'avais besoin à un moment donné de déconnecter, de partir. Et en fait, c'est en expérimentant qu'on se rend compte du style de vie qu'on a envie d'avoir. Et quand j'en parle avec des voyageurs, c'est beaucoup. Il y a toujours comment dire, on est tiraillé entre la pirogue et c'est quoi la pirogue et L'arbre et la l'arbre et la pirogue. Exactement. Et finalement, quand on arrive à trouver le bon équilibre pour nous, c'est juste génial, quoi, parce que tu as à la fois ton ancrage à un endroit et tu peux repartir quand tu veux. Mais j'ai l'impression que de toute façon, quand on a commencé à voyager, on peut pas Ça devient une addiction, Ouais. c'est un virus qui ne se guérit pas, je crois. Après, je pense que, de base, la plupart des êtres humains, s'ils en avaient la possibilité, les moyens financiers, adoreraient voyager. Je veux dire, quand je m'entends dire: «J'adore voyager», je me dis: «Oui, en même temps, qui n'aimerait pas?» Alors, il y a des gens, hein, qui sont casaniers ou qui n'en éprouvent pas forcément, l'envie, mais je pense que la plupart des êtres humains sont curieux, sont intéressés par la nouveauté. Donc, il y a cet attrait pour le voyage, mais c'est vrai que quand on choisit d'en faire un mode de vie, notamment au quotidien pendant plusieurs années, ça donne une diversité, ça donne une vie en fait à 100 à l'heure, hyper excitante, où on a plein de possibilités, où on rencontre plein de gens, où on bouge tout le temps, où on teste ses propres limites. On accumule, je pense, autant de souvenirs en quelques années que certaines personnes en plusieurs vies. Et je le dis sans aucun dédain, bien entendu, hein, je suis consciente que c'est vraiment, vraiment une chance. Mais du coup, ça a ce côté, en effet, un petit peu addictif qui fait que c'est difficile de se poser et de renoncer à ça. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, voyager en n'ayant pas cet ancrage, moi, au bout d'un moment, j'en ai eu assez à 28 ans d'être, toujours hébergée chez mes parents, d'aller squatter chez les amis, de pas, non plus construire de carrière professionnelle épanouissante parce qu'autant je suis pas du tout pour, cette idée de bosser, 35 heures par semaine, pour survivre, et avoir des loisirs juste le week-end et en souffrir, c'est quelque chose qui m'a toujours fortement angoissée. Autant je pense qu'avoir une activité, professionnelle qui nous épanouit et qui contribue, à la société, c'est important. Je pense qu'on a ce besoin de se sentir utile et juste de faire des choses, de créer, de contribuer et le fait de bouger énormément ne me permettait pas ça au début. Donc j'ai eu besoin de cet ancrage, d'avoir un petit chez moi. J'ai tenté le coup, cette année puisque je me suis posée en fait pour la première fois, en Bretagne, au mois d'octobre, en vivant à Vannes et je me suis rendu compte que ça m'apportait un certain équilibre et aujourd'hui c'est un mode de vie qui me convient bien. Mais je me connais, je sais aussi que j'ai tendance à changer de vie, tous les 5 ans. Donc Ça va tous les je 5 me ans. donne quelques années. Oui, ça va, je suis d'accord. Ça va. Ma famille est peut-être un peu moins d'accord, mais c'est OK. Je suis OK avec le fait d'être l'instable du groupe. Ouais. Ça me va. Et ben c'est super intéressant parce que justement, c'est une question que j'allais te poser. Sur ton entourage, comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu as décidé de partir, quand tu as décidé de rester en voyage, quand en fait ils se sont rendus compte peut-être que tu étais devenue nomade. Comment est-ce que ça a été leur première réaction et l'évolution? Alors, je pense qu'au début, le fait de partir voyager, ça les a angoissés pour moi parce qu'ils voyaient bien, même si moi, j'en ai pas forcément conscience, l'état psychologique dans lequel j'étais, qui était extrêmement fragile dû à la rupture. Donc, ma mère, quand je lui ai dit qu'on allait s'isoler pendant 3 mois dans un ranch où il y avait même pas de réseau pour notre téléphone, où il y avait rien ni personne, elle s'est dit: «Mais elle va vriller là-bas». Donc, mais moi, j'étais à fond dans mon truc, donc ça m'allait bien. Au début, ils pensaient tous que c'était du provisoire, en fait, que j'allais rentrer et tout. Et puis, à chaque nouveau départ, et puis ensuite les saisons, ils se sont dit: «Ah oui, elle a l'air de bien rester dans son truc là». Mais en même temps, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours, énormément soutenue, qui ont toujours beaucoup cru en moi et ça a toujours été un peu: «Fais tes expériences, vis ce que tu as à vivre, on te fait confiance». Ils savent aussi que j'ai, d'une certaine manière, la tête sur les épaules. Mes petits frères, bon, ils ne l'avoueront jamais, mais de pas avoir leur grande sœur pas loin, c'est des bonhommes, mais quand même, je sais que ça a pu, les attrister. Mais j'ai essayé, comme je le disais, hein, de rentrer très régulièrement. Ceux que ça a dû faire le plus souffrir, c'est mes grands-parents, avec qui j'ai une relation très fusionnelle, qui, ont encore, ce schéma de une femme à 30 ans, devrait, avoir, des enfants, une maison, un boulot, un petit mari aux petits soins qui la protège, donc voir que je réponds pas forcément à ce schéma, que, j'ai eu plusieurs, relations de couple parce que, j'ai eu besoin de voir si ces partenaires étaient faits pour moi et si on pouvait avancer ensemble et que c'était pas le cas
et que pour moi, ces échecs, c'était totalement OK. Pour eux, c'était un petit peu plus difficile à admettre, de voir que voilà, je ne souhaite pas forcément d'enfant pour l'instant, mais que ça viendra. Voilà, c'est plus challengeant pour eux, mais je le comprends, on n'est pas de la même génération. J'essaye de leur montrer que moi, je suis heureuse, que je fais à ma sauce. Mmh. Mais et je trouve qu'il y a enfin, la plupart des parents sont en général inquiets au début, hein, bien sûr. Et moi, je le vois avec les miens, ils ont commencé à en fait, quand ils comprennent que tu fais pas n'importe quoi et qu'ils peuvent te faire confiance. Il y a une sorte de confiance aussi, je trouve. Après, on grandit, hein. Moi, j'ai 33 ans, donc forcément, je suis une adulte. Heu, et ils te font confiance, en fait, sur tes choix. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir, en fait, de voir que ta famille alors, ils sont pas forcément d'accord avec toi, mais au moins ils acceptent, Soutiennent. quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça qui est important. Et puis j'ai toujours donné beaucoup de nouvelles, envoyé beaucoup de photos, je suis toujours restée en lien. J'ai créé mon Instagram, justement pour garder ce lien, avec mes amis, ma famille, qui me disaient beaucoup: «Mais t'es où? Tu fais quoi? T'es loin, on voudrait voir». Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais créer, ce petit compte pour pouvoir partager avec eux ces photos et ces vidéos», en me disant: «Le lien, c'est aussi moi, je sors de leur vie. Quand on voyage, on le sait, c'est nous qui partons. Les gens restent dans leur vie, on quitte leur vie et ce lien, c'est aussi à nous de faire beaucoup d'efforts pour le maintenir». Donc du coup, je me suis dit: «Bon, je vais créer un petit truc comme ça, je pourrais, partager et rester en lien avec eux» et ça les a rassurés de voir ce que je pouvais faire. Alors aujourd'hui, donc tu disais, tu es freelance, donc tu es consultante en stratégie, marketing, copywriter aussi, et tu es spécialisée dans les entrepreneurs, dans le développement personnel et du monde du voyage. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qui t'a amené en fait à ça, au développement personnel surtout? Le voyage, je le comprends, mais J'ai du coup, une formation de base, d'école de commerce, marketing, développement de projet. J'ai développé, 2 entreprises, quand j'ai fini mes études, du coup, dans le tourisme avec mon ex. Donc ça, c'était vraiment une base forte. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime lancer des projets, avoir plein d'idées, les mettre en place, guider les gens, et du coup, il y a 2 ans, au moment du covid, quand je suis revenue en France, je me suis dit: «Bon, j'ai besoin de financer mon van. J'aimerais avoir une activité, pro, qui soit un petit peu plus stimulante que la réception ou les ménages dans des campings». Donc je me suis, fort reformée à certaines techniques, dont le copywriting, qui est de l'écriture persuasive, parce que j'aimais déjà énormément écrire et j'ai petit à petit, trouvé des clients, noué des relations, stables avec des clients qui m'ont fait confiance pour développer leurs activités. C'était impensable pour moi de travailler avec des clients dont les activités ne seraient pas en accord avec mes propres valeurs. Le développement personnel, comme je l'ai partagé, hein, c'est vraiment devenu quelque chose d'ul c'est même pas ultra présent dans ma vie, c'est au cœur de ma vie. Je pense que chaque acte et tout ce que je fais au quotidien est vu sous cet angle du développement personnel, dans le but de pouvoir, moi, évoluer et du coup, travailler dans ce milieu, c'était un petit peu une façon pour moi d'être, que mon activité pro soit en adéquation avec mes valeurs et avec ce que j'aime faire, tout simplement, en fait. et c'est marrant parce qu'effectivement tu disais, que, voilà, tu t'es retrouvée, en France, donc de force en 2020, avec ce retour de Nouvelle-Zélande, avec 500 € par mois et en fait, le fait que, du coup, tu aies, cette obligation de retour en France, ça t'a, entre guillemets, «obligée» à justement te poser cette question de: «Qu'est-ce que tu Bah, veux faire?» j'aurais pu continuer à faire des saisons, hein. J'ai une formation à la base en tourisme, donc j'aurais pu continuer, en réception et cetera. Mais je voulais me construire une activité qui me permette de travailler où je veux, quand je veux, si je veux, et surtout ne pas avoir de patron. Donc avoir des clients, c'est bien, c'est une relation d'un autre type qu'une relation avec un boss, avec des collègues. Je suis assez indépendante, j'ai besoin de travailler seule et puis j'ai des horaires de travail où, c'est tout en fait. Ma vie ne tourne pas autour de mon travail, c'est mon travail qui est au service de ma vie. Donc hier, soir et ce matin, je suis allée chez mes grands-parents, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas, point. J'ai pas à poser une journée à ceci, à cela. Donc il y avait cette volonté que de créer une activité professionnelle comme ça, qui continue à respecter mon fort besoin de liberté, même si c'était en France. Il y avait en effet, aussi au niveau du financier, hein, je savais que j'avais ce projet, vis-à-vis de mon camion, que j'étais de retour en France, que j'allais pas pouvoir partir, voyager loin pour l'instant. Donc j'avais envie de créer quelque chose et puis je pense que quand on approche de la trentaine, il y a aussi cette envie de commencer à construire des choses, qui nous permettent de nous réaliser à tous les niveaux et du coup mon entreprise, c'était ça. Et de manière plus générale, tu vois, tu écris cette très belle phrase sur, les échecs. Tu dis: «Les échecs et les difficultés ne signifient pas que la vie ne t'aime pas, ils signifient qu'elle travaille pour toi». C'est exactement, ma philosophie parce que j'aurais pu penser que
cet échec, c'est un gros échec, hein, un divorce au bout de 3 mois de couple, être trompée, j'aurais pu me dire que cet échec, que c'était, voilà, la vie elle est dégueulasse, c'est pas juste, j'ai compris au bout de 5 ans que pas du tout. C'était en fait, vraiment quelque chose qui était venu me servir, m'amener à ma juste place. Aujourd'hui, je crée, des choses, je pense, notamment au fait que j'organise des retraites, spirituelles au féminin, des cercles de femmes. C'est quelque chose vers lequel je ne serais peut-être jamais allée, qui sont vraiment pour moi ma mission de vie, guider et accompagner des femmes dans la réalisation d'elles-mêmes. C'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. C'est quelque chose que je n'aurais pas fait si j'avais pas fait ce chemin pour moi-même. Et ça, la vie, je crois fortement à la volonté de l'univers que chacun d'entre nous se réalise et soit heureux au plus haut point. Et je sais que la vie m'a donné ce divorce, cette petite claque dans la figure, pour me faire dévier parce que j'étais en train de partir sur un chemin très classique qui aurait certainement pas fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc je sais qu'elle travaille pour moi, qu'elle travaille pour nous. Tu parlais justement donc de ces retraites que tu organises. Tu as organisé la première en mars 2022, qui est sur le thème Je fais le chemin vers moi-même. Exactement. Comment ça t'est venu cette idée? Alors en fait, depuis 5 ans, je vais de communauté en studio de yoga. J'ai appris, plein de petites choses, que ce soit l'ecstatic dance, la danse intuitive, la méditation guidée, les cercles de parole qui sont des outils de guérison absolument magnifiques où chacun, vient déposer des choses dans le cercle autour d'une thématique commune, que moi j'anime principalement au féminin. Je me suis mis à en animer en ligne pendant le covid pour rompre un petit peu la solitude et la déconnexion qu'il y avait pendant cette période et tout le monde était devant son ordinateur. Il y avait plein de choses formidables qui éclosaient de tous les côtés, donc je me suis permis de le faire, de l'organiser et là, je me suis vraiment, vraiment sentie à ma juste place. C'était merveilleux, ça vibrait fort. Je ressortais de là avec le sourire. Ça me donnait beaucoup d'énergie, donc j'en ai organisé régulièrement et en début d'année, j'ai traversé une période un petit peu compliquée, hein, comme beaucoup pendant le covid et j'avais envie de faire une retraite, de participer à une retraite entre femmes pour prendre un petit peu soin de moi. Je n'en ai pas trouvé qui ne soit pas à des prix exorbitants. En tout cas, exorbitants pour mon budget. Et prise d'une impulsion soudaine, j'ai décidé de l'organiser. Donc pendant un cercle, d'un coup, j'ai proposé aux filles: «Vous voulez participer à une retraite?» Et quand j'ai fermé mon ordinateur, tout le programme était là dans ma tête. J'ai contacté un lieu qui a dit OK direct. J'ai trouvé la prof de yoga. Ça s'est fait. Ça a coulé tellement naturellement que je savais que c'était le juste moment. Je l'ai organisé. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle âme nomade avec laquelle j'organise ces retraites, donc à titre bénévole et des cercles. Et là, il y a la seconde qui arrive fin octobre et d'autres sont en préparation, notamment des retraites en camion pour les femmes qui voyagent en camion pour se retrouver toutes ensemble et faire ça en extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Tout ce qui touche autour du féminin sacré, reconnexion à soi entre femmes et à d'autres femmes. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Et si donc il y a des auditrices qui sont intéressées, comment est-ce qu'elles font pour s'inscrire? Alors, elles peuvent venir sur mon blog, Lily, Lily, thenomade.com, où il y a toute une petite partie retraite spirituelle, cercle de femmes. Et puis, je partage ces infos aussi sur mon Instagram. Bon bah super. Je pense que ça devrait intéresser quelques personnes. Elles sont les bienvenues. Et ben écoute, merci beaucoup. J'ai des petites questions de fin. On arrive sur la fin de l'interview. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient, par exemple, de vivre une rupture douloureuse au hasard, ce serait quoi? La personne, elle sort de cette rupture, elle est pas bien forcément. Comme on l'imagine, qu'est-ce que ce serait? Bien sûr, c'est un moment hyper compliqué. On se retrouve hyper désarmé. Il faut accepter de faire le deuil de l'autre personne dans sa vie, mais aussi le deuil du couple, des projets qu'on avait ensemble. Et moi, ce que je conseillerais à cette personne, déjà, c'est de s'offrir de la douceur, de prendre du temps pour elle, si elle le peut, de s'entourer de gens bienveillants, d'oser s'entourer et demander à voir du monde. Aussi, d'oser se tourner un petit peu vers soi, sans aller vers l'hyper-culpabilisation, de prendre toute la responsabilité de la rupture. Je pense que c'est important d'aller voir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a pu faire qu'on en est arrivé là, pour venir travailler sur certaines choses, justement, faire évoluer son mode de communication, ses attentes, ses besoins. Est-ce qu'on choisit vraiment le bon type de partenaire? Et puis ensuite, d'oser un petit peu se réinventer, ça fait beaucoup de bien. Alors moi, ça a été à travers le voyage, mais ça peut être à travers plein de choses. De venir un petit peu se challenger, de venir reconstruire son estime de soi qui peut être abîmée avec une rupture, en venant vraiment faire des choses dont on a toujours rêvé. Par exemple, faire une petite liste de ses rêves, des petits comme des grands. Moi, j'ai
un tableau de visualisation sur mon mur avec tous mes rêves et de temps en temps de pouvoir se dire, vas-y, je vais faire ça, je vais le réaliser, même si je suis seule, même si je suis célibataire, parce qu'il y a vraiment cette idée un petit peu qu'on doit tout construire à deux en couple, que si c'est vécu seul, ça n'a pas le même goût. D'oser peut-être partir seul quelques jours en voyage, ça peut être aller visiter une ville européenne, mais même prendre le train et aller à 3 heures de chez soi pendant 2 jours, se challenger à ce niveau-là et se rendre compte qu'on en est capable, ça fait beaucoup de bien, en particulier pendant une rupture, après une rupture. Ça rebooste justement cette estime de soi, clairement. Et ça redonne goût un petit peu à la vie, ce goût qui peut être un petit peu altéré quand on est hyper focus sur la rupture, que tout est difficile, qu'il y a plein de souvenirs. Sortir de ce mood-là et de ces lieux, vraiment géographiquement s'éloigner un peu, aller voir d'autres choses, ça fait du bien. Juste, ça nous amène de la nouveauté dans la vie. Ça peut venir créer des passions. Moi, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Je pensais jamais, il y a 5 ans, je venais de me marier, je faisais mes cartons de remerciements. Je pensais pas du tout que 3 mois après, j'allais être comme ça. Et 1 an après, et 5 ans après aujourd'hui, parce que j'ai découvert sur ce chemin une passion. Et en fait, ça se trouve, voilà, elles vont aller sauter en parachute ou faire ceci ou faire cela, ou des trucs beaucoup plus simples, reprendre le dessin qu'elles ne faisaient pas depuis un moment. Et il y a des choses qui vont se passer qui vont aider à retrouver l'élan de joie. Le célibat te permet d'avoir beaucoup plus de temps. Ça, c'est clair. Et ça, c'est génial. Parce que c'est du temps que tu peux utiliser pour toi. Il faut en profiter. Super, j'ai la dernière question donc, de ce podcast, qui est la question récurrente. Donc le podcast s'appelle De Vraie Vie. Et évidemment, le but, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Même si j'ai l'impression que les mentalités commencent un peu à changer là-dessus, légèrement. Si je te dis, c'est quoi la vraie vie pour toi? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que c'est la vraie vie pour moi? Alors, la vraie vie pour moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de s'en éloigner et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de combattre. La vraie vie pour moi, c'est celle où on n'est pas le nez dans nos écrans, où on a régulièrement des discussions de qualité profondes, mais aussi des rires et des délires avec des gens loin de nos téléphones, loin des réseaux sociaux. La vraie vie, c'est celle où on prend du temps pour soi sans culpabiliser, faire des activités qui nous nourrissent. Donc, c'est pas forcément à nouveau les séries ou autres, où on pratique de l'art, où on fait des choses qu'on aime. Et la vraie vie, c'est celle où on partage des moments vraiment avec les autres et où on ose ne plus être soi-même pendant un moment pour devenir peut-être j'aime pas le terme meilleure version, mais une autre version de soi-même. C'est-à-dire qu'on ose sortir de sa zone de confort, faire des choses qui sont pas habituelles, changer de milieu, de carrière, un petit peu tout. Pour moi, la vraie vie, c'est celle au final où on est conscient, où on s'observe faire, où on sort du pilote automatique et où on se dit comment est-ce que je peux faire pour kiffer et puis pour être bien, certainement. J'adore. Sortir du pilote automatique, ça restera ça. Je vais le monter. Merci beaucoup, Lily. Merci beaucoup à toi, Anastasia. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Lily. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen, c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça, c'est au choix, ou tout en même temps, c'est toi qui vois, t'abonner au podcast, me suivre sur Instagram, @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment, j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus, tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi, donc parfait. Encore merci pour ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.